Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Toulouse et vous. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui et toujours accompagné de l'homme en noir. Il ne s'agit pas de Thierry Ardisson aujourd'hui. Ouais. Mais mieux, Pascal Hello qui est là. tout le monde. Bah oui, c'est toujours aussi bon d'être là. Ça fait du bien, hein? Oh, on est bien. C'est frais, c'est bien allumé. Là, on n'est pas bien là. Oui, on est très bien là. Voilà, tu sais, ça me rappelle un film, ça. Mais bon. Et moi, c'est mon père qui est toujours, on n'est pas bien là. On n'est pas bien. C'est le provençal, le marseillais, tu vois, on n'est pas bien là. On est bien. On est bien. On va parler dans Toulouse et vous comme d'habitude de culture, sortie, société, quoi d'autre, et politique. Tricot. Justement, et politique. Dans Politisez-vous, c'est tout de suite. Et nous avons avec nous Julien Midali. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Merci pour l'invitation. Donc, directeur de cabinet à la mairie de Blagnac. C'est ça. Petite ville sympathique à côté de Toulouse. Exactement. Hein, toute connue petite ville, pour ses bateaux. Oui, notamment. Et surtout les grands paquebots. Là, on diversifie notre activité. On fait aussi des bateaux maintenant. Il faut, hein. Et secrétaire général des radicaux de gauche. Absolument. Ouais. Secrétaire général adjoint du Parti radical de gauche 31. Ouais. 31. Exactement. On va parler en premier lieu de la mairie de Blagnac. On va y venir un petit peu. Comment on définirait Blagnac? Pour beaucoup, c'est la ville où on fait des avions. C'est vrai. Mais ce n'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est pas que ça. Blagnac, évidemment, c'est Airbus. Blagnac, évidemment, c'est tous les sous-traitants d'Airbus. Mais c'est pas que ça. C'est une ville méconnue, extrêmement verte. On a la chance à Blagnac d'avoir une ville qui se découpe en 6 quartiers et dans chaque quartier, on a un grand parc. Donc chaque habitant a la possibilité très rapidement en sortant de chez lui ou de chez elle, d'être dans un des grands parcs de Blagnac, avec notamment le parc des Ramiers et cette coulée verte absolument magnifique. C'est une ville historiquement maraîchère, donc on a toujours une plaine maraîchère avec des maraîchers bio. On a d'autres entreprises qui sont là et qui font aussi vivre Blagnac. Alors on a une image que je vous donne rapidement. On dit souvent, nous à la mairie, que Blagnac c'est une île. C'est une île parce que à l'ouest vous avez l'aéroport. Et à l'est, vous avez la Garonne. Et au milieu, vous traversez Blagnac. Ah, c'est pas faux. Comme disait un grand penseur. C'est quoi que t'as pas compris? Non, c'est le mot avion que j'ai pas compris. Quelque chose de grand qui vole et qui fait pas plaisir à tout le monde. Ah oui, avec des ailes. C'est ça. Comme ça. Oui. Okay. Un grand oiseau, ouais. Au niveau du coup, vu que c'est une ville très 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 verte, comment est-ce que vous faites pour travailler avec tous les services municipaux? Alors, on travaille très facilement. La mairie de Blagnac, c'est quasiment tout compris 1200 agents. Pour 27 000 habitants, presque 28, et j'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est 45 000 emplois. Ah ouais. Donc on a un ratio qui est méconnu aussi et qui est assez atypique. Il y a peu de villes qui ont quasiment le double d'emplois par rapport aux habitants. Je le disais, quasiment 1200 agents. On internalise énormément à Blagnac. On a une régie municipale de restauration qui fait les repas pour les cantines, pour les centres de loisirs. On a un service espace vert, puisque vous évoquiez toutes les coulées vertes et tous les parcs de la ville de Blagnac. C'est un gros entretien, effectivement. Mais c'est un choix politique qui est fait depuis très longtemps et qui a été impulsé à l'époque par Bernard Keller et qui aujourd'hui est soutenu et qui est même, je dirais, relancé par le maire Joseph Carle, qui a cette réelle volonté de faire de Blagnac une ville à la fois industrielle, aéronautique et une ville où la transition écologique est une de nos priorités politiques. Donc, la ville de Blagnac, comment on pourrait la définir? Parce que donc c'est les radicaux de gauche, les radicales de gauche aussi. Parce que c'est vrai que Toulouse, Blagnac, bon, c'est vraiment à côté, ça se touche. Vous arrivez à travailler ensemble, justement, et la métropole, puisqu'il est aussi à la métropole. Ouais. Il est 4e vice-président à la métropole, en charge de la prospective, du développement économique, de la contractualisation. Donc c'est une très 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 grosse délégation. On travaille très bien avec la métropole pour une raison simple, c'est que bien que nous ne soyons pas dans la majorité de Jean-Luc Moudenc, nous avons décidé, comme les socialistes, de signer ce qu'on appelle un pacte de gouvernance. À savoir que on travaille sur des dossiers précis, sur des sujets précis, dans l'intérêt des 37 communes de la métropole. Donc on n'est pas dans une démarche de majorité municipale ou de majorité intercommunale.
politiquement. En revanche, on est dans la démarche du consensus. Et Karine Traval-Michelet, qui est donc la maire de Colomiers et vice-présidente de Toulouse Métropole au Parti Socialiste, elle. Et donc, ce pacte de gouvernance a été décidé lors des dernières élections en 2020, ce qui permet en fait de travailler extrêmement bien en complémentarité, puisque les problématiques de Toulouse sont pas les problématiques de Blagnac, qui sont pas les problématiques de Balma, de Colomiers, de Mondonville, de Seille, puisque 37 communes, c'est autant de problématiques et de manières de fonctionner qui sont différentes, autant de couleurs politiques aussi différentes. Et nous, on a une force à Blagnac, c'est que Joseph Carle étant vice-président, et vous l'avez rappelé, au Parti radical de gauche, il est dans un groupe qui s'appelle le groupe des indépendants. Et l'avantage d'un groupe comme un groupe indépendant, c'est que les cartes politiques, elles importent peu, elles importent même pas du tout, puisqu'on a un panel assez large d'encartés dans ce groupe-là. Et ça permet de travailler avec tout le monde en transversalité, donc il y a vraiment aucune difficulté aujourd'hui dans le fonctionnement entre la ville et la métropole. Et du coup, il y a une expérience parlementaire. Ça influe beaucoup. Une expérience parlementaire. Alors Joseph Carle n'a jamais été, lui, parlementaire. Par contre, on a des élus sur le territoire qui, eux, sont députés ou ont été députés. On a Arnaud Simion qui a été élu député lors des dernières législatives. Il était effectivement premier adjoint à la maire de Colomiers. Donc ça crée des ponts qui sont des ponts facilitants. Dans la 10e circonscription, on a Jacques Auberti qui est le nouveau député qui a succédé à Dominique Faure et à Laurent Esquenet. Le Jacques Auberti, on a des relations très poussées avec lui. Joseph Carle et Jacques se connaissent depuis extrêmement longtemps. Ça permet effectivement, bien que ce soit pas sur Toulouse Métropole, ça permet de travailler pour le territoire au sens large. Ça influe dans le bon sens, j'imagine. Ça apporte une expérience et une connaissance supplémentaire. Ouais. Oui, ça des connaissances, des modes d'action différents, puisque la méthode parlementaire est pas du tout la même que la méthode locale. Donc ça permet encore une fois des complémentarités. Ça permet aussi, et ça c'est extrêmement important, ça permet aussi de pousser des projets qui auraient pu rester au niveau local ou métropolitain, de pousser des projets au niveau national. Et ça nous donne une ouverture qui, pour le territoire, peut être extrêmement bénéfique. Un parcours peut-être un petit peu plus personnel. On va aller dans le personnel, parce que jeune politique, on avait reçu la fois dernière Alexis Chanu, qui est jeune aussi chez les Républicains, et Julien, pareil. Jeune politique, il n'y a pas de cheveux blancs. Ils sont bien cachés. Ils sont bien cachés. Voilà. C'est vraiment pour deux vieux imbéciles. Et de moins en moins jeunes. Oui, voilà, c'est vrai. Du coup, mais je veux dire, par rapport à beaucoup d'autres politiques, quand on s'imagine les politiques, souvent, c'est l'âge, l'expérience, la quarantaine, longue expérience, le temps d'avoir peut-être fait des détournements ou pas. J'ai pas encore eu le temps. Voilà. Qu'est-ce qui a donné envie de lancer dans la politique et chez les radicaux de gauche? Comment on tombe dans la marmite? Est-ce que ça a été les radicaux de gauche de suite d'ailleurs? Non. Alors d'abord, je voudrais juste rebondir sur un truc, mais jeune ne veut pas dire sans expérience. Alors c'est gentil de me cataloguer encore chez les jeunes, mais 32 ans quoi. Donc 32 ans, c'est extrêmement jeune en politique. Et en journalisme. Voilà, aussi. C'est extrêmement jeune en politique, et pour autant, moi, je m'y suis intéressé en 2007. Donc en fait, bientôt 20 ans. Bientôt 20 ans, et mon premier engagement, ma première carte, elle date de mes 16 ans. Donc ça fait, finalement, j'ai la moitié de ma vie qui est une vie militante et politique. Donc, jeune, mais pas jeune en politique. Jeune dans la manière de faire, sans doute, et jeune par rapport aux autres, c'est ce que vous disiez, et je vous rejoins complètement. À 16 ans, prendre la carte, en général, encore plus aujourd'hui, à 16 ans, on va dire qu'ils ne sont pas plus intéressés que ça. Moi, c'était les cartes Pokémon à 16 ans. On peut faire les deux. J'étais déjà sur les cartes de poker, moi. Donc, qu'est-ce qui pousse à 16 ans à vouloir prendre la carte, à s'intéresser à ce point-là? Qu'est-ce qui a amené ça? La première histoire, c'est l'histoire de 2007, des élections présidentielles, et d'un môme, moi, de 14 ans, qui vit dans la périphérie de Perpignan, et qui s'ennuie profondément, et qui, à mon époque, il n'y avait pas encore Facebook à ce moment-là, Twitter, TikTok, enfin en tout cas pas à ce niveau-là. Quand on s'ennuyait, on allumait la télé, et par un hasard pur, je suis tombé sur Nicolas Sarkozy, qui parlait pendant la campagne des présidentielles, et qui parlait, je crois que c'était son meeting de Versailles ou de Villepinte, et je me suis pris à écouter ce qu'il disait. J'ai compris assez vite que les thèmes abordés pouvaient m'intéresser, mais que les solutions qu'il amenait me plaisaient moyennement. En revanche, je suis rentré là-dedans par la parole. Et je trouvais exceptionnel de faire lever 25 000 personnes
en parlant de République, en parlant d'engagement, en parlant de France, en parlant de projet. Je trouvais ça vraiment incroyable. Et de fil en aiguille, je me suis intéressé à la campagne présidentielle et j'ai fait tous les meetings à la télé. C'est là où mon positionnement politique a commencé un peu à s'affiner. Je trouvais que des positions de Dominique Voynet chez les écolos étaient intéressantes. Je trouvais qu'Arlette Laguillier, elle avait un truc puissant. Exactement. Alors allez, c'est ça. Mais il y avait un truc parce que c'était une marque de fabrique. Et je trouvais que Ségolène Royal développait des choses intéressantes. Et donc là, moi, en fait, mon positionnement politique, il s'est créé comme ça. Et ce que tout le monde croyait être une passe chez moi est resté et s'est amplifié avec le temps. Finalement, c'est bien plus ancré qu'il ne l'imaginait. C'est infiniment plus ancré et c'est aujourd'hui mais vraiment particulièrement constitutif de ce que je suis. Quoi. Si je fais pas ça, je fais pas autre chose. Je sais pas faire autre chose et je veux pas faire autre chose. Donc c'est devenu une passion qui s'est transformée par un engagement politique en carte, donc au Parti Socialiste à l'époque, au mouvement des jeunes socialistes, parce que ça existait encore, ça s'appelait pas encore les jeunes socialistes, mais ça s'appelait le MJS, au Parti Socialiste ensuite, jusqu'en 2016, où moi j'ai quitté le Parti Socialiste en même temps que Christiane Taubira sur les questions de déchéance de nationalité, puisque j'étais fermement, et je le reste, opposé à cette solution-là. Et puis ensuite, période sans carte, mais en développant moi, mes idées, mon engagement, ma philosophie politique, en lisant beaucoup, en rencontrant beaucoup de gens. Et ensuite, en 2022, les élections législatives où moi-même je suis candidat, poussé par un certain nombre d'amis et surtout poussé par la volonté de ne pas laisser le terrain d'un côté à la NUPES et de l'autre côté à l'extrême droite. Et c'est là qu'en fait j'ai pris ma carte au Parti radical de gauche, puisque je me suis rendu compte en prenant cette carte que j'avais jamais été socialiste, mais que j'ai toujours été radical socialiste, ce qui est une nuance qui existe au PRG et au Parti radical plus largement. Et en fait, c'est tout ce parcours qui m'a amené aujourd'hui à dire avec force ce que je pense, à rester libre de ce que je suis aussi, puisque moi j'ai un métier en dehors de la politique. Aujourd'hui, je suis directeur de cabinet de la ville de Blagnac, mais je suis un fonctionnaire territorial en détachement sur ces missions-là. Donc je vis pas de la politique, donc la politique me tient pas. J'ai une liberté d'action et de parole qui est totale, dans un cadre qui est celle du parti. Mais je sais développer et dire des choses en dehors des lignes qui sont préétablies ou du prêt-à-penser que parfois on peut nous vendre. Qu'est-ce que pensez de quand on dit il n'a pas eu de métier, il est politique? Est-ce qu'on peut dire que c'est un métier quelque part, un métier passion, mais que c'est quand même une vocation, parce qu'il y a des métiers vocations, je pense à la policier, aux ambulanciers, aux pompiers, aux médecins, professeurs. Il y a une vocation derrière tout ça. Moi, j'en ai marre d'entendre. Dedans et voilà, des gens dire c'est un politique, il n'a pas travaillé. Je suis désolé, c'est un travail. Je pense, et peu importe le parti. Et pour le coup, même si on n'a pas fait de métier avant la politique, on apprend sur le terrain, comme beaucoup de gens. Il y a plein de gens qui ont fait des métiers avant la politique et pourtant ils sont pas brillants en politique. Pas pour autant. Non, c'est pas Regarde les banquiers. c'est pas une science exacte, et en même temps, je crois que c'est important de se confronter. En fait, quand on dit il a pas bossé, il a jamais bossé, il a fait que de la politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire il est hors sol et il connaît pas nos préoccupations. Moi, je distinguerais deux trucs. Qu'est-ce que ça veut dire être politique? Si c'est il a jamais bossé, il a toujours eu des mandats, là, je suis d'accord avec ceux qui disent que la politique n'est pas un métier. Une fonction, un mandat électif, c'est pas un métier. Et je crois qu'il est important d'avoir un métier pour ensuite se lancer en politique et avoir des mandats éventuels, etc. Quelqu'un qui débarque en politique tout de suite pour avoir des mandats et qui fait sa carrière uniquement avec des mandats, j'ai tendance à croire qu'il ne sait pas très exactement ce que c'est que la vraie vie, pour parler clair. Il peut avoir des parents, de la famille. Bien sûr, mais on peut avoir des parents et de la famille. Moi, je viens d'une famille modeste. Ma mère est secrétaire comptable et mon père vend des motos. Je sais ce que c'est que de vivre avec des parents divorcés dans 25 mètres carrés qui moisissent. Parce que je l'ai vécu dans ma chair. C'est autre chose que de le connaître théoriquement. C'est autre chose que de savoir que le cousin de la belle-sœur de la voisine, un jour, a eu un problème parce qu'elle s'est fait, braquer, ou elle s'est fait kidnapper, ou elle s'est... Pour connaître et savoir ce que les autres sentent, il n'y a pas mieux que d'être directement concerné. Il me semble. C'est sûr. Il me semble. C'est sûr. Après, il ne faut pas tomber dans la démagogie de dire, comme c'est un politique, en fait, il n'a jamais bossé. Donc moi, je l'entends des fois, donc il ne connaît rien. Ouais.
Nous, à gauche, il y a une phrase qu'on m'a dite, moi, il y a très longtemps. C'est pour être de gauche, on te demande pas d'être pauvre, on te demande de les défendre. Moi, j'ai pas de souci avec des gens de gauche, tant qu'ils nous donnent pas de leçons de morale. Hein. J'ai pas de souci avec des gens de gauche qui roulent en Porsche. J'ai pas de problème avec ça. S'ils ont connu S'ils ont mérité leur Porsche. S'ils ont mérité. Et c'est aussi la différence avec le parti radical de gauche. Oui. Non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que faut pas tomber dans l'extrême inverse de se dire tous les politiques, parce qu'ils font de la politique, ont jamais bossé. Moi, aujourd'hui, mon métier, c'est un métier passant de directeur de cabinet. J'adore ce que je fais et je suis très heureux de le faire aux côtés de Joseph Carle. Et pour la ville de Blagnac, je suis extrêmement fier de ce qu'on accomplit. Pour autant, si demain, de ma volonté, de la volonté de monsieur le maire ou de la volonté de qui que ce soit, je ne suis plus directeur de cabinet, j'ai un métier. J'ai un métier qui me raccroche à la vraie vie. Il y a la roue de secours derrière, quoi. Oui, et au-delà de ça, il y a une... Bien sûr, il y a une roue de secours derrière, mais au-delà de ça, il y a cette liberté que ça confère. Parce que je sais que, contrairement à certains collègues ou à certains amis que j'ai pu avoir ou que j'ai, moi, j'ai pas peur de la prochaine élection municipale. Parce que c'est vrai que Blagnac, c'est très indus. Ouais. On a tendance à entendre partout, et beaucoup de gens disent aussi que les ouvriers, l'industrie, virent de plus en plus à droite et non pas à gauche. Au niveau de la mairie de Blagnac, comment ça se perçoit, se ressent tout ça? Ça se perçoit, alors ça se ressent bien sûr. On est une ville industrielle plus qu'ouvrière. Donc ce que vous dites est vrai. En revanche, nous on a une ville qui est une ville de CSP+. Hein. Les Herbusiens, c'est pas l'ouvrier. Le pro mètre carré à Blagnac. Oui. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Oui. Même s'il faut des gars pour faire les soudures. Bien sûr. Mais même les gars qui font les soudures chez Airbus, c'est pas le même qui fait les soudures dans un petit atelier. Exactement. Je peux te dire, quand il y avait une maison à Blagnac à prendre, j'étais content. Ça pique. C'est ça. Ouais, ça fait d'ailleurs, non, mais c'est vrai, vous avez raison, parce qu'on a un vrai problème de tension immobilière et le prix de l'immobilier qui est. C'est exagéré. On paye notre attractivité, quoi. Mais oui, on le ressent, on le voit. Mais ça n'a pas d'impact à Blagnac sur la politique blagnacaise pour une raison simple, c'est que la ville de Blagnac, c'est pas une ville de gauche. La municipalité, c'est pas une municipalité de gauche. La majorité est pas une majorité de gauche, c'est une majorité plurielle. Nous, on a une majorité à Blagnac qui va des écologistes aux anciens républicains. Joseph Carle, quand il est allé chercher les candidats en 2020, ce qui allait devenir les candidats, il leur a pas dit combien aux républicains, combien au Parti socialiste, combien chez les écolos. Il n'y avait pas de quota. 0. Il leur a dit, toi tu m'intéresses, je sais ce que tu as fait, je sais où tu as bossé, je sais quel est ton avis, tu as une carte, je veux pas le savoir. Et c'est exactement ce qu'on va construire pour 2026. C'est la même chose, c'est de se dire, les individualités qu'on veut dans l'équipe, ce sont des individualités d'abord qui sont capables de faire collectif, ça c'est la première des choses, et qui ensuite viennent parce qu'elles sont ce qu'elles sont, et pas parce qu'elles appartiennent au Parti socialiste, au Parti communiste, à la place publique ou au républicain. Ça fait pas fonctionner spécialement les copains. Pas du tout. Et l'histoire de Blagnac, c'est cette histoire-là. C'est-à-dire que ça n'a jamais été une majorité hégémonique à Blagnac. Depuis Puig jusqu'à Bernard Keller et Joseph Carle, ça a toujours été une majorité, bien sûr, tenue par le Parti radical de gauche, puisque c'est la réalité depuis 1945. Mais la majorité municipale, elle est transpartisane. Donc du coup, c'est surtout les personnalités et les parcours qui intéressent, quoi. Exactement. Exactement. Parti, quoi. Avec deux invariables que nous, on s'autorise à assumer et qu'on pose très clairement, ni LFI, ni Rassemblement National. Ouais. Là, pour le coup, si on se rend compte que des candidats nous approchent ou des candidats putatifs nous approchent et qui font valoir une carte qui serait celle du Rassemblement National ou celle de la France Insoumise, là, pourtant, effectivement, ce sera non. Ils sont appréciés tant l'un que l'autre par le peuple. Est-ce que c'est pas mettre de côté et peut-être énerver le peuple, surtout dans les actualités qu'on connaît en ce moment? Est-ce que c'est pas les agacer et dire dommage parce qu'ils nous représentent et derrière on les reçoit pas, hein, tant le RN que la LFI. J'ai me tromper de côté. Hein. Je sais plus. Tu mets le RN à je sais plus où les mettre. Tu sais, ça se touche. La Terre, elle est ronde. Hein. Il paraît que la Terre est ronde. Et en tout cas, moi, j'y crois. Hein. Ça fait pas l'unanimité, mais. Non, mais même si elle est plate, elle est ronde. Hein. Dans tous les cas. Dans tous les cas, elle est ronde. Elle est peut-être pas sphérique, mais elle est ronde, c'est ça. Mais elle tourne pas rond, c'est autre chose. Non, ça, non. Ouais, on essaye de faire qu'elle tourne un peu plus rond, mais c'est pas tous les jours évident. Oui, on pourrait se poser la question du. Je reprends le terme, énerver le peuple ou les électeurs. Sauf que c'est pas notre sujet. Nous, on travaille pour les Blagnacaises et les Blagnacais. Ceux qui se retrouvent pas dans les valeurs qu'on porte et ceux qui se retrouvent pas dans la liste qu'on monte,
ils iront voter ailleurs. C'est pas très grave, c'est le jeu de la démocratie. Je rappelle qu'en 2020, c'est exactement sur ce créneau-là que Joseph Carle a été élu au premier tour avec quasiment 51% des voix. Oui, pour une ville de 27 000 habitants, bien sûr. On l'assume et on le revendique. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Visiblement, en tout cas, moi, je crois que ça fonctionne. Et la majorité des gens qu'on croise nous dit que ça fonctionne. On n'est pas là pour faire plaisir au peuple. Hein. On est là pour l'écouter. On est là pour le protéger. On est là pour le servir et non pas se servir. Ouais. On est là pour régler les problèmes. Mais on n'est pas nécessairement là pour être toujours en accord avec le peuple. C'est intéressant ce qu'il dit, parce que quand on voit Emmanuel Macron, c'est pas pour lui taper dessus, mais c'est un peu vrai, il a voulu plaire un petit peu à tout le monde. Ouais. Et finalement, il ne peut voilà. plaire à personne, parce qu'on ne peut jamais plaire à tout le monde. Donc à un moment donné, c'est là aussi la rupture. Parce qu'à force de dire oui et non à tous, il se retrouve un petit peu... Moi, je crois que c'est jamais bon de dire on est d'accord avec tout le monde, et les triples, doubles, quadruples discours qui consistent à dire quand on voit Madame Michu, vous avez raison, hein, là ça va pas. Derrière. À l'inverse, dire mais vous avez raison, elle a tort Madame Michu. Et dire en troisième. Les gens veulent que... C'est le en même temps. C'est le en même temps. Mais le en même temps, il amène à... Il a des limites. Oui. Et puis il amène à l'absence de prise de décision. Ça donne l'impression de quelqu'un d'indécis au final et qui sait pas. Alors, soit quelqu'un d'indécis qui ne sait pas comment faire, ou quelqu'un qui va embrouiller les deux parties. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et dans tous les cas, que ça soit l'une interprétation ou l'autre, je pense qu'à la fin, ça plaît pas au peuple. Et on voit aujourd'hui le ni de gauche ni de droite, ou le et de gauche et de droite, ou le rien. Ça donne aujourd'hui un Rassemblement national aux portes du pouvoir. Le bipartisme gauche-droite, il avait ses défauts, il avait un avantage, c'est qu'on allait clairement sur des choix. On savait pour qui on votait et on savait sur quoi on allait. Là, depuis 10 ans, un peu au gré du vent, quoi. C'est pas extrêmement clair, c'est ça, c'est au gré du vent et de l'opinion. Ouais. Et nous, à Blagnac, ça, c'est clairement non. Et on ne travaille pas pour ça. Matins, quoi. Et l'opinion qui change tous les 4 matins. Donc, comment voulez-vous construire un projet clair et lisible pour les habitants si le contexte autour est pas clair? Et on est déjà dans un contexte compliqué, international, national. Si en plus on a localement des girouettes, moi je crois qu'il faut de la stabilité, qu'il faut de la clarté d'action, quoi. Mais après c'est vrai que les opinions changent tous les 4 matins en fonction aussi de l'actualité, de ce qui se passe, des faits divers, de pas mal de choses. Les réseaux sociaux, évidemment, qui jouent énormément là-dessus. Infiniment. Ça joue sur le moral, le mental, la perception des choses venant des gens. Et justement, là, je me posais une question depuis tout à l'heure. La LFI donc est considérée extrême gauche, la NUPES. Alors officiellement non, les juges ont dit que non, il n'était pas d'extrême gauche. Bon, les juges. Là, c'est le parti radical de gauche. Alors dans la tête de pas mal de gens, je sais que ça peut faire switcher de dire mais radical, ça c'est vraiment radical. Non mais radical, extrême, radical. Mais c'est la même chose. Ouais. En fait non. En fait non. Et je crois que Pierre-Nicolas Bapt, que vous avez reçu il y a quelques semaines, l'a très bien expliqué, mais alors je le ferai beaucoup moins bien que lui, mais je vais refaire un petit historique rapide. On le salue. Magnifique. Salut mon pote. Non mais ceci dit, Pierre-Nicolas qui a quand même tenu le parti radical de gauche pendant 10 ans en Haute-Garonne, qui aujourd'hui est vice-président et référent pour les élections municipales à Toulouse, comme Joseph Carle est référent métropolitain. Il nous a mené sur une ligne. Si aujourd'hui le parti radical de gauche 31 est autant consulté et reconnu, c'est parce qu'il y a eu 10 ans de travail de Pierre-Nicolas avant, et ça, je pense qu'il faut vraiment le souligner. C'est un ami, Pierre-Nicolas. En plus. Chroniqueur, non, faut se le dire, alors plus trop, parce que, on a changé un petit peu l'émission, et lui-même, il est un petit peu occupé. Oui. Je salue les frères Bapt. Oui, les frères Philippe aussi, effectivement, qui est un compagnon de route. Mais tout à fait. Et du coup, non, radical, pas pour la radicalité, mais pour le radicalisme. Radical, chez nous, c'est pour ça qu'on a rajouté au dernier congrès parti radical de gauche / le centre-gauche. C'est pour expliquer qu'aujourd'hui on est au centre-gauche. Alors moi, je me définis comme un homme de gauche, pas comme un homme de centre-gauche. Mais c'est important que les gens comprennent, et les électeurs aussi, que non, le parti radical de gauche n'est pas radical au sens de la radicalité, mais au sens du radicalisme. En fait, le mot radical, dans notre cas, ça vient de racine. Et pour nous, la racine principale, c'est la République. Si aujourd'hui on évolue dans cette République-là et dans cette société-là, c'est parce que les radicaux, non pas de gauche à l'époque, puisque c'était le parti radical, ont façonné les institutions telles qu'on les connaît aujourd'hui. La République, elle n'existerait pas s'il n'y avait pas eu Gaston Monnerville, le président du Sénat, qui a combattu De Gaulle, s'il n'y avait pas eu Clémenceau, s'il n'y avait pas eu Mendès France, s'il n'y avait pas eu Gambetta, s'il n'y avait pas eu tous ces gens-là,
Léon Bourgeois, qui est l'écrivain de la pensée solidariste, puisque c'est le solidarisme, c'est aussi ce qui nous caractérise. Donc non, mais vous avez raison, parce que cette question, on l'a souvent. En fait, vous êtes comme les autres, vous êtes d'extrême gauche. Alors, d'abord, la LFI, effectivement, n'est pas d'extrême gauche au regard du Conseil d'État. On n'a pas le droit de dire qu'ils sont d'extrême gauche, on peut dire qu'ils sont de gauche extrême, pas d'extrême gauche. Contrairement au Rassemblement National, qui, eux, sont d'extrême droite et reconnus comme étant d'extrême droite. Ça, on a le droit de le dire, puisque le Conseil d'État a statué. La France Insoumise n'est même pas de gauche. Enfin, si j'ai un petit différent avec eux, c'est que je les connais très bien. Et eux et leurs amis. Et c'est vrai que, pour moi, ils sont même pas de gauche. Voilà. C'est un débat qu'on peut avoir. J'ai même pas envie de les mettre là parce que ça sert à rien. Ils piratent des chaînes télé parce qu'ils ont pas envie de payer Netflix. Voilà. Ils préfèrent l'IPTV à Netflix. On paye pas. Mais alors, moi, c'est un débat que j'ai eu il y a pas longtemps. De la même manière que j'aime pas essentialiser ni les gens ni les institutions, je ne dirais pas LFI n'est pas de gauche. Je ne dirais pas. Non, mais ça vous cela vous engage. Mais en revanche, on peut tomber d'accord sur le fait que la majorité des gens chez LFI, pour moi, ne sont pas des gens de gauche. En tout cas, ne sont pas la gauche que moi je défends. C'est pour ça que j'ai été candidat au nom du PRG en 2022, contre notamment l'accord de la NUPES. En 2024, on n'a pas voulu rajouter du désordre au désordre, donc on a pris nos responsabilités, on n'y est pas allé. Moi, j'étais dans une circonscription à l'époque où le RN était donné gagnant très largement, et où en fait, le candidat sortant, LFI, a été reconduit pas largement du tout. Donc il était hors de question pour moi d'aller donner les 2% ou les 2,5% ou les 3% comme j'ai fait en 2022 au RN. J'aurais porté la responsabilité de la défaite de la gauche, en tout cas du camp de la République à ce moment-là. C'était pas possible, moi c'était pas envisageable. Donc on explique aux gens que non, on n'est pas des radicaux. On a une phrase au Parti radical de gauche qui dit qu'on est radicalement modéré. Ah, c'est joli. Mais au niveau de ce qui s'est passé l'an dernier aux législatives, le Parti radical, le jeu qu'il y a eu là, des petites entre-parties, comment vous l'avez traversé Mais ils l'ont pas fait. En fait, on l'a traversé très simplement. On nous a dit voilà, il y a un accord, ça s'appelle le Nouveau Front Populaire. Dans cet accord, il y a LFI, vous y venez. Non. D'accord, tout simplement. Ah oui, pour tout ça, simplement. Pierre-Nicolas était très clair avec ça. C'est vrai qu'ils n'y sont pas allés. On n'y est pas allé. Carole Delga, pour faire rapide, qui risque de pas rester chez les socialistes si Olivier Faure est nommé. J'ai vu ça. Alors s'il est élu, parce que j'espère encore qu'au Parti Socialiste, c'est des élections du premier secrétaire. J'espère pour mes copains socialistes, qui sont toujours mes copains, mes grands copains pour certains. Oui, j'ai lu ça. Je sais pas si c'est une lame de fond qui existe. Moi, pour discuter avec beaucoup de socialistes non foristes, donc qui suivent pas la ligne d'Olivier Faure, ils sont aujourd'hui sur cette ligne-là. De dire si Olivier Faure est reconduit, et au-delà d'Olivier Faure, si la ligne politique que porte Olivier Faure est reconduite, d'aller vers la France Insoumise, d'aller vers la France Insoumise très clairement. Si cette ligne est reconduite, t'es rentré, on t'a pas vu sortir. Alors on quittera le Parti Socialiste. Et moi, je leur dis toujours la même chose. Si vous quittez le Parti Socialiste, on sera ravis de vous accueillir, parce que il y a une feuille extrêmement mince entre les pro-Carole Delga, Mickaël Delafosse, Karim Bouamrane, Nicolas Maillard-Rossignol, Hélène Geoffroy, je peux vous en citer, et le Parti radical de gauche. On a l'habitude de dire qu'on est cousins. Et Joseph Carl, il rajoute souvent que dans une famille, on s'entend parfois mieux avec nos cousins qu'avec nos frères. Et c'est vrai qu'on s'entend parfois beaucoup mieux avec ces socialistes-là qu'avec des membres de partis qui devraient être plus proches de nous. On a les souvenirs de la gauche sous Mitterrand. On a l'impression qu'elle a vraiment et radicalement changé pour le coup. La gauche, c'est plus du tout la même. On dirait qu'il y a des socialistes. Non, mais on dirait. Enfin, c'est l'impression que ça donne à beaucoup de gens. C'est que en 40 ans, on a l'impression de plus la reconnaître. Alors, j'étais pas là il y a 40 ans, mais de ce que moi j'ai pu en voir, en étudier, ou de ce qu'on a pu m'en dire. Oui, je suis vieux. Mais c'est ça, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'on m'a invité pour baisser la moyenne d'âge. Ouais. Je sais pas si la gauche a changé. Je pense que la gauche s'est coupée d'une partie de son électorat. Notamment en 2011, quand le Parti Socialiste a investi François Hollande, et qu'il y a eu une gentille note de Terra Nova à l'époque, c'est ça, une gentille note de Terra Nova à l'époque qui expliquait que, après tout, en fait, les couches populaires, c'était plus la peine de les écouter. Les fameux Sandrans. Les fameux Sandrans. Alors moi, je suis pas certain qu'il l'ait dit, mais en tout cas, les propos qu'on lui rapporte. Qu'il ait pu le dire. On n'a pas la preuve qu'il est donc innocent jusqu'à preuve du contraire. Oui.
Oui. Il y a eu cette rupture de la gauche avec les classes ouvrières et on s'est dit bah non en fait les CSP+ sont ceux qui vont aller voter le plus, hein, donc il faut qu'on récupère ces gens-là. Et aujourd'hui la gauche elle s'est coupée de son électorat et la gauche dans sa globalité, hein, parti radical de gauche compris. Je sais pas si la gauche a changé, les paradigmes ont changé, la société a changé et je crois que la gauche a pas su prendre la mesure du changement de la société et elle s'est pas adaptée à cette société-là, donc in fine peut-être qu'effectivement elle a changé. Deux petites dernières questions, parce qu'on dépasse le timing largement, mais j'ai deux petites questions. Je vois un badge, celui de l'Ukraine. Ouais. C'est qu'on a tous été très, très choqués, justement, par rapport à ce qui s'est passé, l'invasion russe, puisqu'il faut le rappeler aujourd'hui, je crois que c'est important. L'invasion russe de Vladimir Poutine, qui a décidé, sortie de Covid, parce que t'es très seul pendant le Covid, et quand on est seul, on il avait besoin de prendre l'air. Et voilà, il est sorti, en face, il voyait Biden, tout ça, c'était compliqué. Il a envahi l'Ukraine. Je salue d'ailleurs deux associations que je connais, Ukraine Libre et Occitanie, Ukraine en Occitanie, voilà, que je salue. Et vous y croyez là un petit peu plus ou pas une paix possible? Dans les dernières, on enregistre. Bon, ça va pas sortir au moment, donc il peut se passer tellement de choses. Hein. Donald Trump qui en veut aujourd'hui à Vladimir Poutine, où c'est un jeu. Enfin, et il y a Manu au milieu qui lui Macron qui veut déclarer la guerre. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Ça, et Napoléon. C'est tellement facile après pour rester au pouvoir. Ouais, c'est ça. Oui, oui, on aime bien les chefs de guerre. D'abord, c'est important d'avoir rappelé que l'agresseur, c'est la Russie. Ouais, bien sûr. Je viens de le rappeler. C'est terrible d'avoir à le rappeler. Oui, et pour autant, il faut le rappeler. Moi, le badge de l'Ukraine, je l'ai depuis l'invasion russe. Donc, c'est pas. Un petit tableau à la maison. Exactement. Exactement. C'est important de rappeler qu'il y a un agresseur, il y a un agressé. C'est pas géométrie variable. C'est pas un jour l'Ukraine est détenue par des nazis qui sont fous furieux et l'autre jour non mais en fait la Russie est quand même pas hyper sympa. La Russie a agressé l'Ukraine. Point. Dire au regard du droit international, c'est aussi simple que ça. Sur le contexte international et sur Trump, je me garderai bien d'avoir tout optimisme sur Donald Trump, en sachant que on parlait tout à l'heure de la politique au doigt mouillé. Peut-être qu'à l'heure où on discute là, il est en train d'annoncer quelque chose de totalement différent et un accord inédit avec la Russie. Ou peut-être que nous ne sommes plus là. Ou peut-être que d'ailleurs, je suis ravi d'avoir terminé. On va sortir du studio, c'est Walking Dead. C'est ça. Je suis ravi d'avoir terminé avec vous dans ces cas-là. Mais donc moi, je suis un éternel optimiste. Donc je crois que la diplomatie a son importance. Je pense que c'est la voie à privilégier. Et je pense véritablement qu'on peut arriver à une paix durable quand on sort de l'étau d'un côté américain et de l'autre côté russe. J'y crois beaucoup. Ce conflit, je crois qu'il aura eu un mérite, c'est de faire prendre conscience à l'Europe qu'elle n'est pas ce qu'elle devrait être. Ouais. C'est-à-dire une puissance mondiale qui devrait s'imposer, y compris sur les questions de défense. Et qui, du coup, n'a pas les épaules. Et qui doit se muscler, qui doit se muscler. Il va falloir muscler son jeu. Et dernière question. Bon, d'habitude, on dit Toulouse. Quel est votre Toulouse? Là, quel est votre Blagnac? Eh oui. Blagnaquez-vous aujourd'hui, exactement. Blagnaquez-vous. C'est un bon concept, ça. Voilà. On va aller l'Europe. Blagnac et moi. Blagnac, c'est pour moi une ville accueillante, inclusive. Alors, c'est un peu techno-inclusive, mais qui laisse sa chance et sa place à tout le monde. C'est un territoire méconnu de la métropole toulousaine, ce qu'on disait tout à l'heure, qui mérite d'être connu. Donc, je vous invite toutes et tous à venir à Blagnac. Vous serez les bienvenus. C'est une ville de transition écologique qui est prise aujourd'hui en exemple. On l'a pas dit, mais on le redira sans doute un autre jour. Pour des questions de transition écologique, on est pris en exemple national. Et pour moi, c'est une ville qui allie identité, parce que c'est pas un gros mot, l'identité. Non. Modernité. Ce n'est pas un gros mot non plus. C'est pas un gros mot non plus. Et qui assez habilement réussit à garder un vieux centre ancien, plaisant, agréable de village des 5000 habitants il y a longtemps. Avec une belle fête des Lumières. Avec une magnifique fête des rues, avec un magnifique carnaval, et qui allie cette modernité de toutes les nouvelles technologies, Airbus et d'autres. Donc c'est une ville hybride et on s'y emploie. Merci Julien Midali d'avoir été avec nous. Merci à vous. Dans Toulouse et vous. Et on passe à la suite, juste après ce jingle. Et vous le savez, dans Toulouse et vous, on parle affaires, on parle business, entreprise et entreprise passion, notamment parce qu'on se rend compte que tous nos entrepreneurs qui viennent sont des passionnés. Nous avons avec nous Émilie Lusso de France Voix Off.
Bonjour Alexandre. Comment ça va? Moi ça va bien, je suis ravie d'être ici avec toi et Pascal. Bah oui, non, mais et moi ça me fait plaisir, d'autant plus que ça fait longtemps qu'Émilie, je voulais la voir. Je l'ai rencontrée. C'est un plaisir. En chair et en os. Voilà. Surtout en os en ce moment. C'est la vraie. C'est la vraie. C'est vraiment elle, oh là. Donc Émilie, on la connaît, nous, c'est vrai, comme artiste, Bah oui, chanteuse, Comédienne. comédienne. femme de ménage. Oui, aussi de temps à autre. Présentatrice Je crois qu'on est d'émission tous aussi. ça au niveau présentatrice des... Non, mais c'est vrai. Ouais. Plusieurs palettes. Et donc, aussi à France Voix Off, pour emmener une expertise, j'imagine, un petit peu de tout ça. Exactement. J'amène à France Voix Off, j'aide des chefs de projet dans leur projet justement de voix off, donc pour trouver les bons comédiens ou comédiennes en fonction de leurs propositions. Donc ça peut être le digital learning, mais on Si, j'avais la noire tout à l'heure. Ouais. Mais c'est la bleue, celle-là. Elle est un peu moins... Ouais, pardon, elle est un peu moins... Elle est pas... Ben voilà. on peut pas reprendre. On refait l'émission, on va dire. Hein? Ça vous dérange ou pas? Non. Oh, c'était... l'intro. Ah ouais, mais elle était bien. Elle était, tu vois, spontanée et tout, non? Bon, on garde ça et on reprend. Bon, pour commencer, sinon, comme vous voulez. Hein. Non, vas-y, on reprend. Ok. Mais c'est pas la même veste. Hein. C'est pas grave. Elle est Ah bah bravo. Bravo le petit personnel. Je suis entre plusieurs nuances de noir, en fait. Mais c'est 50 Shades of... c'est pas la même. Ça se voit. Ouais. Moi, j'ai changé ma culotte, Je m'en- exprès. Ah, Moi C'est non, bon. pas depuis la dernière émission. c'est déjà bien, il y en a qui le font même pas. Oui. Alors, Moi je risque Oh. rien, Mais bon, c'est l'écologie. je risque pas de la changer, j'ai rien en dessous. on reprend là ou du début ou... Ça permet de mieux sentir C'est ça. les Je vais tissus. relancer, quoi. On va tenter de la reprendre du début. Essayer de... On retourne du début. Ah. On Et si retourne elle du est à début. chier, on garde le début Tu vas de voir, l'autre. tu vas voir. Voilà. Voilà. Je te remets le Il te le remet. jingle. Hein. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Et dans Toulouse et vous, on parle entreprise, business et entreprise passion, puisque tous les entrepreneurs qui viennent ici sont des passionnés, hein, Pascal. C'est Bah, vrai que- sinon, ils ne seraient pas là, on ne serait pas là non plus. hein. Exactement. Et nous avons aujourd'hui Une passionnée Émilie, encore. une passionnée, Émilie Lusso, qui est là de France Voix Off. Bonjour. Bonjour Alexandre. Bonjour Pascal. Bonjour. Ça va Ouais, je suis bien. Il fait chaud sur le plateau. Il fait chaud. Je sais que tu as souvent chaud. Ah, moi, sur le plateau. moi, je suis en pleine ménopause. Moi. À ton c'est âge. dramatique. Alors que hein. t'as l'âge du Christ. Après, Voilà. ça sera ma mère. Après, c'est toujours très compliqué. Oui, toujours. On te reçoit pas pour parler Non, de pas mes de- bouffaïs, ni de de mes ménopause, bouffées de non. chaleur. On est là pour parler. Alors, on te connaît comme artiste, donc chanteuse, comédienne, présentatrice. Pff, tant de choses comme ça, de tous les métiers artistiques en fait, un peu touche à tout, mais un peu comme Pascal, un peu touche à tout. Mais c'est vrai. Ça, c'est... Qui chante très bien aussi. Non, le truc, c'est que je fais ce que je peux, contrairement à Émilie, qui, elle, sait faire. Ah, vous êtes très bon tous les deux. Mais C'est c'est vrai que... modeste. Et justement, le savoir-faire amène une expertise pour France Voix Off. Oui, En quoi elle consiste ? exactement. Le savoir-faire, mais le terrain en soi te permet ensuite d'amener une expertise, des conseils, un accompagnement, notamment pour les chefs de projet dans des entreprises qui ont des projets de digital learning, donc c'est de la formation en digital. Et donc chez François Off, on fait du serious game, donc c'est de la formation sous forme de jeu d'acteur, Ouais. comme du doublage. On fait des formations avec un client, c'est vraiment super. C'est des formations sous forme de série Netflix. Et on reprend les personnages et ensuite il y a une formation par-dessus. Ça, c'est génial, les acteurs adorent. On fait vraiment du pur e-learning dans la formation. Ça peut être pour la sécurité, ça peut être Airbus, ça peut être n'importe quoi, sur les casseroles. Et des vidéos institutionnelles qu'on retrouve beaucoup sur Internet. On est envahi de pubs sur Internet. C'est Oula, nous, les oui, comédiens. oui. Mais ça fait vivre des comédiens. Voilà, des voilà, voix off, exactement. Voilà, ouais. Je C'est bloque ça. jamais les pubs, moi, justement. Mais c'est vrai, hein. Merci. Merci. Ne bloquez pas les pubs. Voilà. Voilà, elles viennent toutes d'ici. Non. Donc voilà, on fait ça. Et puis bien sûr, parfois des publicités radio et, Ah oui. et télé. Bon, et tant d'autres choses parce que on travaille beaucoup pour les entreprises, mais aussi pour les médias. Donc c'est riche en fait comme projet. C'est vrai que les gens ne se rendent pas compte parce que ça arrive souvent que quand quelqu'un dit je suis comédien, comédienne voix, les gens disent
c'est quoi, à quoi ça sert? Mais ils se rendent pas compte que le moindre truc qu'ils entendent à la télé, dans leur radio, dans les Supermarché, stations de métro, tu le vois. supermarché, Ouais, machin, il y en a pas. c'est une voix off. Mm. Et ils ne se rendent pas compte de ça. Ils sont entourés de voix off, mais ils se rendent pas compte de ce que c'est. Non, ils réalisent pas. C'est ouais. fou, ça. On est entouré de voix, la voix, l'humain encore. Parce qu'à Ben travers oui. la voix, on délivre des émotions, Mhm. des messages. Donc, on a besoin de comédiens pour délivrer des messages, notamment en formation, parce que des fois, les formations en digital, elles peuvent être longues, fastidieuses. Ben oui. Et quand on y met des comédiens, ça permet de captiver l'apprenant. Mhm. On y met l'intonation, l'expressivité, le rythme qu'il faut. Ça évite de s'endormir durant une formation et ça permet de bien comprendre et Surtout- ensuite de mieux travailler. Surtout quand il s'agit d'e-learning, pour t'expliquer juste, prenez un boulon, vissez-le comme ça, il faut pas être ennuyeux. Ah, mais quoi. oui, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui fait la voix Et de ça. oui, faut pas être Ah ouais. ennuyeux, quoi. Faut savoir Ah ouais. captiver l'audience, rien que pour ça, Exactement. quoi. C'est pour ça que c'est Et, important, les comédiens. ouais. Des fois, on nous dit, n'importe qui pourrait le faire. Mais bon, Non. il faut Pas savoir le n'importe faire. qui. Enfin, hein. une fois, un comédien de doublage m'avait dit, il n'y a pas de mauvaise voix. Non, bien sûr, Il y a des bons ou des mauvais comédiens. c'est ça. Voilà. Bien C'est- évidemment. Après, ça se travaille. Si tu Ça veux, se travaille. tu le sais, le placement de la voix Mm. et y mettre vraiment le rythme, les bonnes intonations, les bons accents toniques, Ah oui. les bons phrasés. Ici, C'est la très voix. important. Ah, mais c'est vrai. Et c'est en ça qu'on reconnaît des fois, juste avec une intonation, bam, on sait Bah, ce qu'on de écoute. suite, oui. Et en plus, il y en a qui sont vachement reconnaissants. C'est, tu entends un mot, tu dis, ah ouais, c'est telle personne. Aujourd'hui, en plus, il y a un succès phénoménal envers les comédiens voix off, les comédiens de doublage. Ils sont devenus des stars aujourd'hui, alors qu'avant, on s'en foutait royalement, quoi. Oui, par le biais des réseaux sociaux aussi, ça a éclaté. Ah ouais, il y en a et beaucoup ça, qui ça, ont ça fait, met beaucoup la lumière sur tous ces métiers, du coup. Mm. Et alors, justement, on parlait des voix off. Comment expliquer concrètement à quelqu'un qu'est-ce que c'est un métier de voix off? Alors, un métier de voix. Vous avez 2 Mais- heures. Non, mais bon, souvent quand même, enfin souvent. Les comédiens ont fait du théâtre ou du cinéma et après, ils se mettent à faire de la voix off. Souvent, les comédiens ont un home studio à la maison, Mhm. ce qui permet aussi de travailler à la maison les projets. Mais expliquer la voix off, c'est vraiment un jeu d'acteur, mais on te voit pas, Mhm. sans la vidéo en fait. Donc, c'est pour ça que souvent, les acteurs en studio, on les voit faire ça. Ou... Ouais. T'es obligé, parce que t'es obligé Ah oui, ils jouent, d'incarner ils le vivent, personnage. ils jouent le truc, ouais. Et donc, mais sauf qu'il n'y a pas la vidéo. C'est la différence. Hein, en Pour réalité. donner l'intonation dans le personnage joué, oui. Comme par exemple, oui, le fameux. Il suffit de jouer une femme qui appelle d'urgence un ambulancier. Il faut jouer la femme vraiment apeurée. L'autre doit jouer l'ambulancier qui prend. C'est plein de jeux d'intonation, des trucs des fois Mhm. subtils. Tu te rends pas compte, mais ça Oui. fait toute la différence, quoi. Et là, bon, là aussi, là, tu parles principalement de doublage. Donc, en plus, là, il y a la synchronisation labiale aussi qui est mais même importante. on voit off. Par exemple, pour les serious games. Oui, le serious game, mais ça reste presque du doublage, si tu veux. Ouais. Là, tu vois, le serious game, c'est vraiment du jeu d'acteur. Mm. Parce que quand on travaille, notamment avec les entreprises qui sont vraiment spécialisées dans le digital learning, ça reste de la formation ou de l'institutionnel. Là, au niveau du jeu d'acteur, on peut pas se permettre de partir, de devenir Bakri ou Shakespeare. Enfin, Je te fais chier. non, mais bon, Ouais, il c'est y a vrai. des voix un peu plus institutionnelles qu'on entend régulièrement en radio, en formation. En formation, c'est de la pédagogie surtout qu'il faut avoir, comme si tu étais un enseignant. Enfin, un enseignant Hmm. qu'on a envie d'écouter, quoi. Oui, voilà, ouais. Oui. Non, je n'ai rien contre les enseignants, ma mère est enseignante. Mais bon, non, mais voilà, c'est plutôt de la pédagogie. Il faut être, je l'ai encore dit tout à l'heure parce que je me suis occupée d'un casting. Hmm. Surtout, pense à être intelligible. Ça, c'est hyper Ouais. important. La diction, vraiment la compréhension, c'est hyper important, vraiment. Donc, clairement, c'est ce qu'on demande vraiment pour le coup, la formation. Parce que le doublage, c'est encore un autre exercice. Là, c'est plus être comédien, acteur, alors que l'autre. Les autres aussi, parce qu'il faut savoir, tu vois, je travaille aussi avec des comédiens qui font du doublage, Mhm. qui sont acteurs, et tout ce qui est formation ou vidéo institutionnelle, certains ont beaucoup plus de mal. Parce qu'on peut pas, tu peux pas dire dans ce module,
je sais pas ce que je vais te raconter Bienvenue. dans ce module, nous allons parler des verrous d'une porte. Enfin, dans ce module, nous allons parler. On peut pas faire ça. Oui, c'est non, complètement, il faut canaliser, quoi. voilà, Dans ce exactement. module, C'est énorme. c'est énorme le module. Tu comprends? Il faut une voix bien plus posée, Ouais. souvent rassurante aussi. Et oui. Il faut rassurer déjà le client. Mais Déjà, oui. non, mais il faut une voix rassurante, Ouais. posée, de pédagogue. Mm. Mais malgré tout, c'est pas si simple à faire. Pas évident. Ça s'apprend. Mm. Je l'ai appris, moi. Ensuite, la vidéo institutionnelle, les pubs, pareil, c'est un ton un peu spécifique, c'est commercial presque. Mm. Tu vois, il faut être un peu séducteur. Avec Ouais. Toi, tu penses que tu dois être bon. Ah, ce bon type. Ouais. Non, moi je saurais même pas te vendre un balai brosse, moi. Donc, Ouais, j'y crois pas. Si, c'est plus. Ouais, il y a du commercial, de la séduction, une certaine voix un peu de radio aussi quelque part. Salut, Et donc, c'est c'est pour Olivier. ça que je te dis. vas-y. Que ça, c'est quelque chose que tu dois bien savoir faire. Donc, c'est un certain ton. Et ça, certains acteurs ne l'ont pas. Et, à contrario, tu as des comédiens voix off qui ont l'habitude de faire des vidéos institutionnelles ou publicitaires depuis 30 ans. Si tu leur demandes de faire du e-learning ou du doublage, Sans larguer. Ouais. largués. Ils ont pris des habitudes. C'est une C'est ça. certaine, c'est certains codes, en fait, finalement, dans la voix. C'est pas si simple, la voix off. Et qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir intégrer une formation voix off? Il faut quoi déjà? Ah oui, comment ça se passe? Comment ça se déroule? Il y a quelqu'un qui regarde et qui dit j'adore le logo. Moi, il me ramène, je vous jure, on le voit hein, sur la vidéo, il me ramène à quelque chose. Dès que je l'ai vu, j'ai fait ah, putain, ça me ramène à je sais pas. C'est les couleurs, les drapeaux français, français, messieurs. messieurs. non, Alors, mais il y a quelque chose. Comment- Si tu veux, France Voix Off, pour l'instant, on n'est pas, on fait pas des stages de voix off. Moi, je suis là pour faire de la direction de casting, de la direction artistique sur les projets, pour aider les comédiens et aussi aider aussi les chefs de projet. Je suis au milieu. Comme je viens du terrain, je sais Oui. de quoi nous parlons. Après, il y a des comédiens qui vont venir me voir pour peut-être s'améliorer dans certains aspects de la voix off. Donc, ça va être du coaching personnalisé. On va pas faire de la formation. Nous, en tout cas, avec 15 personnes, je sais que certains le font. Ils prennent 20 personnes et ils font une formation généraliste où ils apprennent un peu tout. Nous, c'est pas France Voix Off. Vraiment, on travaille avec les entreprises et les médias pour produire leurs projets, quoi. En fait, France Voix Off récupère ceux qui ont été formés, ceux qui connaissent, qui ont déjà découvert le métier et qui On travaille avec des cherchent à travailler. professionnels. Voilà, Nous maintenant, travaillons ont avec des besoin de- comédiens et des voilà. comédiennes professionnels. Voilà. C'est pas Ça, j'arrive c'est un très matin, important de le dire. C'est ouais. pas qu'on a rien contre les débutants ou l'amateurisme, parce que t'en as qui sont très très bons. Ah oui. Mais je peux pas prendre des gens comme ça. Il va falloir peut-être passer des castings avec moi. Si ça va pas, je vais les guider. Si ça va vraiment pas, là, je vais leur dire revenez dans quelques temps, parce que je peux pas N'êtes prendre pas le prêt, risque. Exactement, je ne peux pas prendre le risque que ce soit moyen. Ouais. Voilà, parce que sinon ça va barder. Oui, Ça- ça va chier. Non. Et en Donc- plus de ça, il y a une crédibilité à avoir envers les clients. Il ne faut Exactement. pas leur proposer n'importe quelle Non. voie. Il faut Exactement. savoir où l'on va. Exactement. C'est pour ça que le professionnalisme est de rigueur et c'est pas pour rejeter certaines personnes, mais en effet, il y a des gens qui vont faire des formations et après revenez me voir. Ou si certains veulent venir me voir en coaching individuel, je le fais aussi. Mais dans tous les cas, c'est bien après d'aller se filer à d'autres formations, en effet, pour rencontrer d'autres comédiens, rencontrer d'autres professionnels. C'est ça aussi, c'est aussi aller sur le terrain, beaucoup ce métier. Parce que la formation, c'est une chose, mais après, le terrain, pratique, c'en est une pratique, autre, hein. c'en est une autre. Mais comment on passe de la scène, la musique, la comédie, tout ça, à devenir DA pour France Voix Off? Alors là, attends. J'ai envie de préparer le truc. J'ai envie de te dire, c'est presque une évidence. Il y en a, je suis pas la seule. On est beaucoup à faire ce métier. Puis à un moment donné, tout en continuant ce métier de scène ou de studio ou voilà, derrière, devant une caméra, tu te dis, je vais aussi accompagner les autres, partager mon expérience, pour pas être égoïste, quoi. Voilà. Non, mais c'est important à un moment donné aussi. Moi, on l'a fait avec moi. Beaucoup de producteurs, de réalisateurs, de directeurs artistiques et de metteurs en scène
m'ont partagé leur expérience, leur terrain. C'est grâce à eux que je suis devenue celle que je suis aujourd'hui et encore en devenir, car j'ai encore des années devant moi, quand même. Tu n'es plus toute jeune, mais quand même. Donc, je crois que c'est une logique. C'est à un moment donné, tu as envie d'accompagner les autres aussi, faire partager également ton expérience. C'est une continuité en fait dans ton expérience professionnelle. Ouais. Non, passage de flambeau. Mais c'est ça. Tout en continuant de courir avec. Je passe le flambeau. Non mais c'est vrai. Non mais nous-mêmes en journalisme, en radio, on a toujours tendance à le faire, participer à des masterclass. Et voilà, c'est vrai que ça a ce truc-là, comme on dit, c'est métier passion. Voilà. Donc. Mais après, t'es d'autant plus crédible aussi, si tu veux, parce que je sais que, enfin. Tu peux pas te dire directeur artistique ou coach ou directeur casting si tu vendais des yaourts avant. Ouais, non, c'est sûr. Enfin, il y en a qui le font, mais tu vois, évidemment, donc tu peux ceux qui le font généralement, tu peux que faire ce métier. Ils te demandent de passer à 23h. Non, mais s'ils vendent du yaourt, un peu bizarre. C'est bien beau de dire je vendais des yaourts, maintenant je vais faire ça, ils croient que ça va passer crème, quoi. Comment est-ce que ça vient fromage. Voilà, c'est ça. C'est mieux. Oui, aussi, ça dépend comment ça tourne. Voilà. C'est de la maturation. Et France Voix Off a travaillé sur de gros projets, j'imagine. Est-ce qu'il y a quelques exemples pour donner une idée, comme ça, à ceux qui regardent, qui écoutent, dire « Ah d'accord, c'était eux ». Alors, on avait fait les voix régionales de Waze, les voix toulousaines, marseillaises, tiens de chez toi. C'est France Voix qui faisait ça ? Ouais. Ah putain. Ah, tu vois ? On les a faites ici. Tu vois, t'as bien fait de venir, du coup. Ah ouais. Ça, tu vois, ouais, mais d'ailleurs, j'ai encore un copain hier qui m'a dit j'ai mis Antonin pour partir. Il y a beaucoup qui mettent les voix de Waze, voilà. Il y a dernièrement, on travaillait aussi avec Vinci. Je sais pas, on fait beaucoup j'ai fait aussi des voix, par exemple, pour BFM, CNews aussi. Enfin bon, il y a différents projets. Après, on est à Toulouse, donc Airbus, évidemment. Et oui, forcément. Pierre Fabre. c'était vous. Oh là là. J'ai fait les voix d'enfants d'un parc de jeux en France, donc ça je vais pas le dire, mais je fais les voix d'une petite enfant en fait. Avec des oreilles de souris là. Ou peut-être pas. Je les avais mises, mais on m'a pas vu avec parce que je fais que la voix. Les deux. Voilà. Donc on fait quand même des beaux projets intéressants et de tout milieu. Et le fait que ce soit ici dans le sud, à Toulouse, ça met pas de barrière au niveau des possibilités de projet, parce que tout le monde imagine et pense de suite Paris et non pas forcément ici. Non, déjà nous on travaille quand même avec beaucoup de Parisiens. Ouais. Désolé les Toulousains, mais non mais c'est vrai, on travaille avec beaucoup de Parisiens et même des gens de toute la France, Lyon, un peu partout. Et je vais le dire aussi, beaucoup avec l'étranger. Ouais. Voilà. Donc non, en fait on est à Toulouse, mais c'est un endroit quoi. Oui, c'est juste que ça se trouve là quoi. Ça se trouve là. Aujourd'hui avec les technologies, on peut aussi faire beaucoup de visio. Donc moi là, hier j'étais en visio avec une cliente qui est à Paris par exemple, et il y avait le comédien qui était ici à Toulouse. On travaille comme ça. Des fois, tu as des comédiens qui sont en home studio un peu partout. On arrive à travailler du home studio en visio. Enfin. Avec la technologie, aujourd'hui, ça pose pas de problème. Et pareil pour l'étranger. Hein. Donc, avec l'étranger, il faut voir au niveau des horaires. Ouais. Mais on s'organise également. C'est vrai qu'avec le décalage horaire, bon, allez, on se met au travail, là. De quoi, il est 4 heures du matin. C'est pas possible. Non, mais tu t'organises en fonction. Tu vois, moi, par exemple, à titre personnel, des fois, je me fais coacher par des coachs du Canada. On s'organise en fonction. Tabarnak. Oui. Calice. Il a fait le péteux. Mais donc là, c'est pareil. Ouais. C'est pareil. Et du coup, c'est vrai que France Voix Off, du coup, je comprends, c'est toute la France et tous les pays francophones. Voilà. Oui, plus. Parce que je dis même la Chine, le contact, tu vois. Ouais. Voilà, même la Chine. Plein d'autres pays. Hein, donc, si je pense que pour les étrangers, ils tapent France. Pour la voix off, ils sont sur nous, donc c'est aussi pour ça. Et au niveau concurrence, s'ils tapent France, ils ont France Voix Off, les autres ils vont gueuler. Quoi. Parce qu'il y a tellement de studios, on dirait qu'il y en a de plus en plus qui veulent se lancer dans cette spécialisation.
Oui, bah après, tu le sais, il y a des niches. Bon, bah, Mhm. ça dure un temps, puis après, ça passe à autre Ouais, chose. c'est ça. Il y en a qui sont éphémères, il y en a qui se Voilà. lèvent un matin en disant tiens, je vais faire ça et finalement, bon, c'est juste ça. Oui, En tout cas, Alexandre. on a fait le tour. On a fait- Je sais pas, tu veux qu'on fasse le tour à la table? Attends, on s'y met, vas-y. Comme ça, merci. C'est important le cardio pour la voix d'ailleurs. Oui, c'est vrai. beaucoup d'énergie. C'est vrai. Le souffle. Un Ouais. comédien, un chanteur est un sportif de très haut niveau. Ah oui, c'est Donc clair. le cardio est important. C'est clair. Une très bonne Très, santé. très important. Et il faut pas fumer. Le diaphragme, c'est important. Entre autres. Kenji en sait quelque chose parce que c'est un miracle lui. Kenji, voilà, qui avait eu son. Ah, Eh ben oui, c'est un miracle. Et retrouver sa voix. Non, mais comme quoi, tu vois, avec la volonté de tout ça, on y arrive. Je ça l'adore. dépend du calibre. C'est pour ça que je dis. C'est pour ça Et que je Kenji l'adore. ne fait pas encore de voix off. Je l'ai jamais Mais vu. elle a pas de voix. Je ne l'ai jamais eu en casting. Ouais. Si tu Ben, connais. l'appel est lancé. Voilà, Kenji. C'est Kenji nous regarde. Comme me disait Voilà, Drucker. bisous. Si tu nous regardes, Si tu nous regardes. magnifique. C'est mon pote. Kenji. J'adore. Merci beaucoup, Émilie. Bah, d'avoir été avec merci nous à de vous France Voix Off. de votre accueil. C'est bizarre. Bah oui. Ah ouais. Non, mais merci, C'est à vous toujours merci à vous de nous recevoir chez vous. Ouais. Exactement. Merci. On passe à la suite dans Toulouse et vous. Avec grand Ça vous plaisir. dit Allez. Eh ben c'est parti. Ça C'est me tout de dit, suite même si après c'est ce jingle. Et on parle culture dans Toulouse et vous avec culture et vous et surtout, en plus de l'artiste qu'elle va nous présenter, Mina qui est là. Salut. Salut. Forward de regard, bien sûr. Tu vas bien? Bien sûr, je vais bien. Je vais bien. Super. Aujourd'hui, je vais passer sur cet accent. Oui. T'imitais qui d'ailleurs là, dis-nous. J'imite personne. On est dans le sud-ouest. On est dans le sud, encore. Que je d'accord. parle en sud-ouest. Ah, tu nous fais nos nouveaux. À Goza-Cotemin. Ah bon. Alors, désolé. Bien. Bienvenue chanter, chez les Foldingos. Alors, je suis venue avec Fai Kid, un artiste toulousain qui fait plutôt de la pop rock. Ouais. Aujourd'hui, tu as 5 singles à ton actif sur les plateformes. Alors, peut-être j'ai mal compté vu la tête que tu fais, mais j'en ai compté 5. Oui, c'est j'ai Donc, un projet donc t'es quand même voilà. Mais j'ai un disons que projet t'es de quand même 3 au titres début. et c'est ça, je T'es au fais début de ton projet quand même. Exactement. Exactement, t'es au tout début de ton projet. Vous l'avez sûrement entendu sans le savoir dans différents projets rap toulousains, puisque malgré le fait que tu fasses quand même plutôt du rock, t'as beaucoup collaboré dans la scène rap et on voit ton nom absolument partout dans les concerts rap, en première partie, notamment de Samir Flynn récemment. Dans tes influences, t'as beaucoup de choses. Hein. J'ai vu Mickey 3D, Miles Davis, aussi les Beatles. Ouais, j'ai essayé de faire court. T'as essayé de faire court, mais voilà, on voit la te- musique, quoi, donc Alors, la première question, c'est pourquoi est-ce qu'on voit ton nom dans le rap aussi souvent, alors que tu fais pas du tout du rap? Mais alors pourquoi? C'est quoi les liens? Mais en fait, quand j'étais plus jeune, je faisais vraiment du rock. Mm. Et faire la même chose, en fait, tout le temps, ça me fait un peu chier. Mm. Et du coup, j'aime bien aller voir un peu ailleurs ce qui se passe. J'aime beaucoup le rap aussi. Mm. Et comme à la base, je le suis toujours, mais guitariste et compositeur sans chanter, etc. J'ai eu un peu une place un peu hybride où je pouvais m'intégrer. Et c'est du rap alternatif, hein, on le rappelle. C'est C'est quand vrai. même, tu vois, il y a quand même un truc qui tire vers le jazz ou le rock dans On le est d'accord rap que c'est des qu'on fait. projets très, très complets de base aussi, avec beaucoup d'influence à la base, c'est vrai. Et du coup, je m'inscris complètement dans cette idée de fusion musicale, donc que ce soit avec Deep Kellin, Samir Flynn et toute la clique, quoi. Cette nouvelle scène de rappeurs toulousains qui sont extrêmement talentueux et qui sont tous des grands musiciens quand même. Ouais. En tout cas, qui sont autour d'une musique, mais comme toi, effectivement, d'influences qui viennent vraiment de partout, quoi. Et oui, c'est ça. Ouais. On aime bien mélanger, quoi. Donc pour pas te faire chier, voilà, c'est une bonne réponse. Voilà, et comment toutes ces influences ont façonné ton style à toi? Ah, c'est marrant, ça. Comment t'expliquer? C'est assez simple. Mhm. Je passe la nuit à écouter de la musique Ouais. de manière boulimique. Je pense que ça arrive à plein de gens. Tu vois, je suis pas une exception. Et je cherchais une façon de mélanger. C'est difficile de mélanger Ouais. les styles parce que tu vois tout est très cloisonné. Il y a beaucoup de carcans, etc. T'es vachement étriqué dedans. Et en même temps, le fait de dire pas d'étiquette, c'est pas possible non plus parce Pas toujours qu'on évident, non. sait pas où tu te situes, quoi, tout simplement. Mm. Et du coup, à force justement de mélanger avec des rappeurs, faire du R&B aussi, j'en ai fait, ce genre de choses. Je commençais à mélanger les styles, à voir comment les beatmakers travaillaient aussi. Mhm. C'est un truc qui était complètement ésotérique. Je me rappelle quand je suis parti du groupe dans lequel j'étais, donc groupe classique, je suis arrivé chez un beatmaker qui s'appelle Last Time. Et moi j'étais là, mais c'est un ovni ce gars.
Je comprenais pas du tout. Et c'est ça que j'allais chercher en fait. Mhm. J'aime bien quand je comprends pas ce qui se passe pour le comprendre et après mélanger quoi. Et apprendre comme ça. Et du coup, avec toutes ces influences, il y a eu un moment clé qui t'a poussé à vouloir devenir artiste, un déclic, un moment. Donc, non, comme beaucoup, c'est un truc d'enfance en fait. Ouais. C'est vraiment depuis petit. Mon père fait de la guitare, ma mère du piano. Oui, donc bercé déjà dans la musique dès le début. C'est ça. Bon, ils en font pas du tout de manière professionnelle, c'est Mhm. c'est au rang de passion quoi. Ils Ouais. écoutent beaucoup de musique aussi. Après, j'ai rencontré des amis qui faisaient de la musique et j'ai toujours voulu faire de la musique en fait. J'ai Ça a quand l'impression même que suffi à donner l'envie, quoi. ouais, c'est ça. En fait, je crois pas en Dieu, je crois en la musique un peu. Dans les Ouais, deux, tu vois. pour certains, la musique, c'est Dieu. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un peu ça l'idée. Tu prépares un EP? Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Et Qu'est-ce qui va sortir quand? Ça va parler de quoi? Enfin, Alors, j'aimerais bien le sortir fin juin, juste avant l'été, si c'est pas possible à la rentrée. mhm. Ça parle de quoi? Il va s'appeler Dernier Train. Donc, c'est l'idée de est-ce que j'ai loupé le train ou pas? Parce que là, j'ai Ah, est-ce que tu vas le louper? Est-ce que tu C'est l'as ça. loupé? exactement. Raccrocher les wagons. Exactement, c'est la question qu'on se pose. J'ai 25 ans, je vais faire 26, donc je suis vraiment milieu vingtaine, donc c'est vraiment une question l'avant, l'après. Et c'est toutes ces choses-là, le chemin aussi. Et voilà quoi. Est-ce que je suis sur les bons rails ou pas en fait? Et on C'est ça, sera la quoi? bonne On question. sera sur une couleur plutôt rock, plutôt pop, plutôt. Parce que le morceau que tu vas nous jouer, il y a quand même beaucoup. J'ai l'impression qu'il y aura quand même un peu de jazz manouche quand même dans ta façon de jouer de la guitare. Quand même. Oui, carrément. Mais il y a plein de choses dedans en fait. Il y a beaucoup de flamenco aussi. Il y a un côté jazz, mais en même temps, il y a le côté rock'n'roll. Mhm. Mais en même temps, si on y réfléchit bien, tous les styles se cohabitent ensemble. Tous les styles sont enfants du blues. Donc c'est un peu ringard comme Non, phrase. mais c'est Non, vrai que pas du tout. Non, mais c'est mais vrai vous que voyez la l'idée, quoi. mère de toutes les musiques, à la base, c'est le classique, et de là a découlé tout le reste. Après, je suis pas très classique, je suis plus blues que classique. Ouais. Et le blues, oui, a donné naissance au rock. Et Voilà, tout ça, ça donc, c'est plus la musique moi, voilà. qui me parle et qui me touche. Je suis pas fermé au classique non plus, mais je suis un peu plus. Ça me met pas les poils. Ouais, Ça me met moins les poils. ouais. Et dans tes parcours personnels, professionnels, il y a pas mal de choses qui se reflètent dans tes œuvres. Tu mets beaucoup dedans. Et ça se reflète comment? Tu veux dire comment j'écris? Ouais, qu'est-ce que tu mets dedans, de toi, de ta vie? Il y a de ta vie perso, ta vie pro. T'as dû un petit peu faire un mix de tout ça. Ça a donné ces titres. Ben en fait, je passe beaucoup de temps à réfléchir, pas forcément bien, hein, mais disons que le lavomatique tourne, quoi. Ouais, bah toujours. Et je parle de ça, tout simplement. Mais ni plus ni moins. D'accord. C'est vraiment ça, c'est C'est intuitif quoi. de la gamberge, comme on dit. De la gamberge. Ah, tu vois, Ah, bah l'accent oui, que tu vois, avais dit le- tout à l'heure, la Bien sûr. gamberge. On va pas faire toute l'émission comme ça, je crois. Sinon, je sors. Alors, quand tu vois aussi tes éléments de com, tout ce qui était pochette, etc., on voit que c'est quand même ultra travaillé, que Mhm. tu attaches quand même beaucoup d'importance au visuel. Est-ce que tu fais de la musique? Est-ce qu'il y a un autre art que tu aurais aimé faire, que tu fais, que tu pratiques ou que tu aimerais pratiquer? Bah, quand j'étais plus petit, moi, j'ai bien aimé la bande dessinée, etc. Je pense que j'en ferai un. Tu dessinais ou... Oui, mais j'étais petit, quoi. Ouais, un bon, truc que bah, j'aimais bien dessiner. Je l'ai perdu après. J'aime beaucoup le cinéma aussi. J'ai fait des études dans le cinéma, Hmm. dans le son. Et en vrai, je me suis petit à petit renfermé dans la musique. La musique, est vraiment, il y a un truc d'aller chercher les ramifications. C'est vraiment un truc tentaculaire, la musique. On peut y passer 3 vies, en fait, à tout écouter. Et C'est vrai. c'est ça qui m'intéresse. C'est vrai, c'est vrai. Bah d'ailleurs, tu parles de cinéma. Imagine, tu as la possibilité demain d'aller vivre dans un film ou dans une série. Ça serait lequel ou laquelle? Et c'est marrant parce que j'y ai réfléchi il y a pas longtemps et je trouvais Ah pas. bon Ouais. Ah bah bon. En fait, tu le sais T'as pas, un mais don, pendant en que tu fait. dors, elle est là, elle est pieds. Ouais. Mais je me demande si. Je crois que je me suis renseigné quand même avant. J'ai regardé ce qu'il y avait comme question. Ah. Et On n'a du pas coup, posé encore celle-ci, mais c'est des alors, trucs d'où un ça peu sort, je proches. sais pas. Je sais pas. Et en Ça fait, s'appelle le flair. je me disais que j'ai pas du tout envie de vivre dans une série. En fait. Ah ouais. Mais vraiment pas. Surtout Ça me avec donne pas. des rires enregistrés, des applauses enregistrés. Ah, bah ça, c'est les sitcoms. Ah mais Ouais, c'est des ouais, sitcoms, c'est- ça. Non, mais ouais, bon, il y en a des séries aussi. Je hein. réfléchissais, mais. C'est dans le réel, quoi. J'essaye le plus possible, ouais. Ah ouais. Après, enfin, je suis artiste, donc forcément, il y a une partie d'élucubration, mais il s'agirait de garder Et les dans pieds sur une terre. BD alors, puisque tu avais fait de la... Ah, Ah.
Et ce qui est fou, c'est que j'ai pas tant de connaissances dans la BD que ça. C'est à part la franco-belge, je sais pas quoi répondre. C'est quoi tes BD préférés du coup? J'aimais bien les Astérix, Obélix, Lucky Luke, mais quand j'étais plus petit. Mhm. Après, j'y ai vu plein de Thor, etc. Et puis bon, Gamberge. La gamberge. Toujours Ouais, à c'est l'envers. ça. Toujours la gamberge. Et moi, c'est plutôt le format que j'aimais bien quand j'étais petit, en fait. C'est ça, et l'imagerie directe qui est accrocheuse. Après, si je devais vivre dans un livre, par exemple, Ah ouais, si tu préfères un livre, tu peux. ce serait peut-être du Barjavel, je pense. Un truc comme ça. Ah oui. oui. Ouais, j'aimerais bien. Mais pas longtemps. Mais pas longtemps. Oui, dans la petite dose. Voilà. Parce qu'après, Ouais, voilà, ça, Devenir ça un- finit mal, ouais. un peu. Bon, Ouais. c'est Ouais. comme ça, on y est déjà, de toute façon, dedans un petit peu. Oh, à peine. Juste un petit peu. Il y a un peu de 1984 aussi. Mais, Ça, c'est ouais. Il y a un peu de tout ça. Et au niveau message et émotion, qu'est-ce que tu cherches à faire passer dans tes chansons comme sensation, comme réflexion? Déjà, la réflexion, j'ai pas du tout la prétention d'être un grand prophète ou. Enfin, pas le prophète, c'est pas un bon mot, je pense. Mhm. Mais un grand penseur. Ouais. C'est plus ça. Un grand penseur et de donner des leçons aux gens. Pas du tout. Non. Je n'en suis pas capable. Par contre, j'essaye d'analyser ce que je ressens. Et de le donner aux gens. Ça, je sais pas, ça les fasse transpirer. Et les poils qui se lèvent un petit peu. Et voilà quoi. L'idée, tout simplement. D'accord. Donner les poils, quoi. Comme Voilà. on dit, voilà. C'est ça. Avec des états d'âme que tout le monde a et qui sont à la fois personnels. C'est toujours pareil. Et tu mets tout ton cœur. Ouais, voilà, c'est ça. Et le ventre, surtout. Eh ben on va t'écouter Ah alors. oui, on va écouter. Ah ouais. Exactement. En Toulouse et vous. Caroline Boogie, quand le doubi passe, les chiens aboient, c'est comme ça, Caroline Boogie. Faut que j'arrête les toxines si je veux pas de twist. Caroline Boogie, j'ai toujours peur, mais je suis plus triste. Mais je sens que je glisse et pas. Je nie toi, mais ça part pas. Je sens que je glisse et pas. Je nie toi, mais ça part pas. Caroline Boogie, faut aller vite, mais j'avance pas. Caroline Boogie, vous parlez trop vite, ça m'arrange pas. Caroline Boogie, c'est quoi ce truc qui s'efface pas? Moi je ferai pas la guerre. Caroline Boogie, mais c'est facile de demander la paix quand t'as la bouche pleine. Caroline Boogie, j'aime ni les drapeaux ni les fusils. Caroline Boogie, t'es méchant ou t'es gentil, et je sens que je glisse et pas. Je nie toi mais ça part pas. Je sens que je glisse et pas. Je nie toi mais ça part pas. Pas fait exprès, frère. Ok. Mais je sens que je glisse et pas. Je nie toi mais ça part pas. Je sens que je glisse et pas. Je nie toi mais ça part pas.
Ouais, ça fait du bien. Hein. C'est bon ça. C'est, Non mais ce son de guitare, moi, voilà, j'adore. Ouais, t'aimes bien. Hein. Ah, j'adore ça. Ouais, t'aimes J'adore ça. Ah, il aime bien. ouais. Il aime bien. Ça me parle. Bon, et après tout ça, là, toi, t'as des projets, des collaborations futures que t'aimerais réaliser ou là, tu es focus sur ton projet perso? Bah après, tu sais, on peut se tutoyer, pardon. Ouais, oui, bien sûr. Bah, y a C'est les- lourd. Ouais, c'est ça, c'est un peu Excuse-moi, pareil. pardon. Ça y est, t'es lourd. La ref, c'était de la peur pour ceux qui l'ont. 94. Ouais, c'est ça. Donc, Magnifique. Ouais, alors, j'ai prévu des EP solo et de toute façon, j'aime bien me mélanger avec d'autres artistes et je vais garder ce truc-là, Ouais. que ce soit en écriture, c'est-à-dire faire des couplets, etc., ou en compo. Je pense à Deep Kellins, je pense à Raoul aussi. De toute façon, je pense qu'on a un cercle assez grand à Toulouse pour ça, et même aller chercher d'autres gens partout ailleurs. Donc t'as des collabs qui vont forcément Ah oui, c'est continuer, sûr. quoi. Mais je fonctionne un peu comme ça, en Qui fait. fonctionnent comme ça. Oui, c'est hyper important pour moi aussi d'aller me rafraîchir ailleurs, Ouais. et aller ailleurs que dans ma zone de confort, en fait, tout simplement. Mm. Sinon, encore une fois, je me fais chier. Bah ouais. T'as raison. non, on comprend. Hein. Bah ouais. C'est Toujours honnête. dans la zone de confort, au bout d'un moment, Ouais, c'est ça. fais le tour. Exact. Bah, merci beaucoup. Les réseaux sociaux, bien sûr. Et vous pouvez me suivre sur Instagram, Faykid, Faykid. Et voilà, sur les plateformes de streaming aussi, il y a des choses qui vont arriver. Spotify, Deezer, Exact, Apple, c'est ça, tout ça. les Le basiques. total. Superbe. Exact. On a fait le tour. Bah, je pense qu'on peut rester 1 heure de plus si tu veux. Mais Bah écoute, on va sortir les bouteilles, les Sur petits la fours. guitare, et, c'est parti. Parti pour un apéro géant. là. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Mina. Merci. Merci beaucoup. Pascal. Ben merci. Merci de à rien. toute la régie, l'équipe technique. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Toulouse et vous. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, Voilà. Instagram. Petit pouce, like. Ouais, Ouais. exact. À très vite. Ciao.